Merci à toutes et à tous pour votre parfaite fidélité accordée à votre chaîne 9 Média, le plus grand média en ligne. Vous nous suivez en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Moi, c'est votre humble serviteur, Dédé Tiban, toujours au Mobutu de la presse, l'homme du retour à l'authenticité, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, nous sommes là dans Tokia Congo. Tokia Congo, c'est une émission qui parle de la culture congolaise dans sa diversité. Je ne suis pas celle-là, je suis avec moi, Zouloudi Yabanza, à qui je dis bonjour. Bonjour. Moi, Zouloudi Yabanza, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Nerf Média, le plus grand média en ligne. Qui est tout d'abord, commencerons par la présentation de moi, Zouloudi Yabanza. Moi, Zulu Diabanza, je suis le porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage, mais aussi représentant de la Fédération Maïndouli. Fédération Maïndouli qui rassemble les mouvements, les associations qui militent pour la renaissance du monde noir et pour la libération de l'Afrique. Et moi, Zouloudi Yabanza, vous êtes né où, précisément? Je suis né à Kinshasa. Kinshasa, vous venez de quelle famille? Je suis de la lignée d'Ntumba Vemba. On dit chez nous, Diankanda Ntumba Vemba. Ici, Koulou Dianene, Diakoulou Mounanza Biampongo Mounako. La noble voix par laquelle s'exprime le tout-puissant créateur. Le tout-puissant créateur. Moi, Zouloudi Yabanza, par rapport à la présentation de votre famille, est-ce que vous connaissez quand même 5 ou 6 de vos arrière-grands-pères, grands-parents, quoi? Ah oui, j'en ai beaucoup dans la tête. Hein. Je peux remonter très loin. Ah bon? Je Oui. peux remonter très loin dans cette histoire-là parce Oui. que dans l'approche culturelle et surtout identitaire qu'est la nôtre, c'est que nous recevons l'identité de par la mère. Je suis de la lignée d'Ntumba Vemba, c'est pourquoi je vous parlais d'Yankanda Ntumba Vemba. Je sais que la première femme qui nous a mis au monde, nous, dans tous les clans, c'est Ndo Ditina Fulama. Je sais que de par ma mère, il y a Kelo Tumbioko, Ndembi Wissa, Ngala Samadouda, Tombe. Voilà, Ah, donc vous êtes de la lignée matriarcat. tout à fait. Ok. Et où est-ce que vous avez fait les études? Entre Kinshasa et un tout petit peu en Europe. En Europe. Ok. Oui. Et vous avez suivi quelle faculté aux universités J'ai fait les latins philo. hein? J'ai fait les latins philo, je crois, pour l'obtention du bac. Après, je me suis lancé dans une recherche autodidacte sur tout ce qui est relations internationales. Je me suis fait chercheur indépendant en culture et histoire africaine, ce qui m'a conduit dans différents pays du monde noir. Et le Cuba, Trinidad, Tobago, Haïti, République dominicaine, pour aller justement rechercher ces cordons ombilicaux que la barbarie coloniale a voulu couper pour se ressourcer encore de cette histoire qu'on a perdue depuis les siècles passés. Et vous résidez maintenant dans quel pays Je actuellement? suis congolais, je réside au Congo, je suis à cheval entre le Congo et l'Europe. Vous avez été accueilli il n'y a pas longtemps à l'aéroport international d'Ndjili, Ouais. venant de la France, j'espère bien. Tout à fait. Voilà. Beaucoup de personnalités connues ont tendance toujours à changer de nationalité. C'est votre cas aussi? Non, non, je n'ai jamais changé de nationalité, même si l'opportunité m'a été donnée à plus d'une fois, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis resté toujours dans l'état d'esprit de la Constitution de la République démocratique du Congo d'abord, qui accordait une nationalité congolaise non exclusive. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Exclusive ou non exclusive. Ouais. C'est-à-dire que je suis resté dans cette optique-là, dans un refus catégorique de changer la nationalité. Après, c'était, comment je peux les qualifier, une forme de trahison de ma part, dans la Trahison. philosophie qui était la mienne, de pouvoir épouser la nationalité de celui que je considère comme l'oppresseur, comme le prévaricateur, comme le voleur, comme le barbare, restant indéfectiblement attaché aux valeurs prônées par le président Ahmed Sékou Touré, qui estimait que la conception qui était du général de Gaulle d'avoir un franco-guinéen, un belgo-congolais était une façon d'inféoder et, si vous voulez, d'aliéner Ouais. identitairement l'homme d'Afrique. Donc j'ai refusé cette approche. Et faire des méli-mélo pour ne pas perdre sa culture. Tout à fait. En tant que citoyen congolais, comme vous venez de le dire, vous avez quel état civil? Marié, célibataire, divorcé ou comment? Non, je suis en couple. En couple, Je père suis des 3 combien? enfants. 3 enfants. Ok. Et la famille aussi réside toujours à Kinshasa?
Non, 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 souvent à cheval, Ok, ok. à l'extérieur du pays. Ah, ok. Et alors, vous avez évoqué le cas de Mayundoulé. Euh, où est-ce que vous avez commencé vraiment votre combat? Je commençais le combat très tôt. Je crois que j'avais 11 ans, entre 11 et 12 ans, dans les rues de Kinshasa, d'où à l'époque le combat s'est résumé euh, en deux camps, entre la démocratie et la dictature. Et à l'époque, la démocratie était incarnée par Étienne Tshisekedi et la dictature par Mobutu. J'étais dans les rues, première manifestation à laquelle je participe, c'est le retour d'Antoine Gizenga. Lorsque Antoine Gizenga revient, l'opération qu'on a appelée opération OTT, opération tombement de terre. Quand nous sommes allés recevoir, accueillir justement le Moutamout ou Antoine Gizenga. C'était mes premiers pas. Ensuite, j'épouse le combat de l'UDPS à l'époque, d'où l'on militait pour l'instauration de la bonne gouvernance d'une démocratie politique vraie, capable justement, facteur, j'allais dire, d'unité nationale, de paix et de justice sociale. Ça a été mes premiers combats. Et je me rappelle à l'époque, c'était, nous étions, après les discours de la bolle du président français François Mitterrand, beaucoup de pays africains ont eu tendance justement à démocratiser. Nous sommes passés par les conférences nationales souveraines et nous, on était dans les rues justement pour militer lorsque Mobutu avait fermé les clés de la conférence, les portes de la conférence nationale souveraine qui s'est déroulée au Palais du Peuple. Et ça, c'est votre combat politique, alors spirituel ou religieux. Quelle est la base fondamentale qui vous anime à la justice historique, la foi ou la revanche? Je n'ai pas bien saisi votre question. Ouais, je voudrais savoir votre combat spirituel, parce que vous venez de parler du combat politique et votre combat spirituel ou religieux. Quelle est la base fondamentale qui vous anime? D'abord, ce n'est pas simplement mon combat politique, c'est quand je parlais de l'UDPS. L'UDPS était, votre question était de savoir mes premiers pas. Donc j'étais encore un nourrisson dans la lutte et dans le combat. Après, j'ai acheminé dans la lutte panafricaine, d'où j'avais justement estimé qu'il fallait personnellement suivre la voie de Patrice Emery Lumumba qui nous amenait vers tous les autres, Kwame Nkrumah et autres. Le combat culturel, j'ai estimé qu'en tant que Muntu, il était inacceptable d'accepter la supériorité d'un autre homme sur nous. Je suis né, moi, de la lignée des Ntumba Vemba. La lignée des Ntumba Vemba est la lignée des consécrateurs bénis. C'est de cette lignée-là que revenait la responsabilité, justement, spirituelle du Congo et du monde noir. C'est dans cette lignée-là que sortaient des prêtres qui intronisaient le roi du Congo, le Mani Congo. Donc, c'est une responsabilité d'abord, je dirais, familiale et historique. C'est ma responsabilité. Chez nous, le Ntumba Vemba, quand on naît, quand on vient au monde en tant que prêtre, en tant que consécrateur béni, justement, ayant la foi spirituelle authentique africaine et travaillant pour l'équilibre de la société, attirer les bénédictions pour ce peuple. Donc, de par ma lignée, j'avais cette responsabilité. Et lorsque je commence à m'y intéresser de très près, je vois ô combien est-ce que la barbarie du monde occidental a désorienté l'avenir de notre monde et l'avenir de notre peuple et des sociétés africaines et particulièrement du Congo. Donc il m'est revenait à moi justement une responsabilité parce que quand on vient au monde, quand on est dans une famille, ce n'est pas simplement qu'on reçoit, on vient aussi pour donner. Et je devais donner ma part. Ma part, c'était ces combats de restaurer ce qui a été cassé. Et c'est ainsi que je m'intéresse sur ces questions spirituelles et culturelles qui me conduit dans la logique de restaurer ce que l'homme occidental, de par sa barbarie, a réussi à détruire. L'identité vraie et la culture du Congo. Vous avez évoqué les cas de la spiritualité. Votre rapport à la croyance et la spiritualité, vous avez été initié dans quoi? Vaudou, Rose-Croix ou d'autres personnes qui sont initiées même dans la franc-maçon? Non. Je suis je dirais un apprenant des grandes écoles africaines. J'ai appris le mandombe par exemple. Le mandombe inventé par le bienheureux regretté Wabela Diopaï, qui, à travers une vision reçue de Fumu Kimbangu, avait mis en place le mandombe. À partir du mandombe, je réussis moi à sortir la gymnastique Kimpavita, qui se résume par des positions qu'avait Fumu Kimbangu lorsqu'il a été arrêté à Ekafela, Bwende, Bolafa, Lubumbashi. Donc j'ai sorti cela qui est une source véritable de connexion avec les véritables énergies. J'ai fréquenté où j'ai étudié les grandes écoles passant comme l'école des Agnota ou des Mambela, l'école des hommes et des femmes léopards.
que l'occidental belge est venu détruire, pour détruire l'essence ô combien élevée du patriotisme qui habitait l'homme du Congo. Voilà, moi, Zulu Diabanza, vous avez parlé de la spiritualité comme je voulais poser question, de savoir si nous aurons au moins un temple au Congo pour initier les jeunes, initier les gens qui en ont vraiment besoin. Parce que vous luttez contre les néocolonialismes, vous luttez contre tout ce qui est de colons qui ont fait souffrir nos alliés, nos ancêtres, allais-je dire. Alors, ça sera dans quel sens? Il faut initier les gens à partir d'ici, ou il y aura de maîtres qui viendront pour initier à partir du Congo. Les Africains, en réalité, n'ont pas besoin des initiations. Il suffit qu'il y ait la reconnexion avec ses ancêtres. Tout se fera. Et c'est le chemin qui, à travers Bumuntu, nous montons le chemin. Dans l'ouvrage que j'ai écrit, Bumuntu, Humanisme africain, cri de la révolution, on retrouve justement la méthodologie pour qu'il y ait cette reconnexion. Et il faut le faire avec des livres, comme on regarde actuellement, il y a les gens qui sont initiés à partir... Bon, vous avez dit de ne pas dire on doit initier l'homme noir parce qu'il a été déjà initié, quelque chose qui est déjà inné en lui. Il y aura des ouvrages où quelqu'un peut suivre de lui-même le méthode à suivre. Si, tout simplement, nous travaillons dans ce sens pour mettre des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement pour toutes celles et tous celui qui veut se reconnecter avec sa spiritualité authentique. C'est le travail, comme je l'ai dit, ceux qui auront la chance d'avoir cet ouvrage, Bumuntu, Humanisme africain, le cri de la révolution, je donne le procédé pour que quelqu'un puisse justement avoir cette connexion, afin qu'il renoue avec la spiritualité authentique africaine. La spiritualité de l'homme noir est basée sur les invocations des ancêtres, les offrandes, et parmi ce que vous avez déjà prévu, comme vous êtes en cours de préparation, est-ce qu'avez-vous pensé aussi du côté invocation, côté offrande, parce que nos aïeux, il faut toujours les offrir. La force de nos aïeux, on peut acquérir que lorsqu'on donne. Et vous avez pensé tous ces mécanismes, j'espère. Oui, je crois que dans ce processus-là, on explique clairement comment on peut aller étape par étape faire cette reconnexion. Donc tous ces détails-là, ils figurent. Je peux évoquer les cas de Mami Ouattara. Pour devenir riche aujourd'hui, les jeunes, ils vont même à Matadi, ils vont au Congo-Brazzaville pour chercher des cliquis, comme on le dit. Et avec l'idéologie que vous avez, vous pensez vraiment qu'une personne, la personne qui aura vraiment entre ses mains un ouvrage conçu bien par Mazuli Diabanza, sera capable lui-même de devenir aussi un maître? Ben, tout à fait, parce que l'acheminement spirituel, c'est quoi? C'est aider à une personne d'atteindre les niveaux de la maîtrise. C'est ça l'acheminement. Quand on prend quelqu'un, on le maintient au niveau en tant qu'adepte. C'est un esclave perpétuel à qui on demande tout le temps de donner des dîmes, des offrandes, des consorts. De croire à une divinité, je ne sais pas d'où il existe. L'objectif, c'est de faire de vous un être accompli. Et un être accompli, c'est celui-là qu'on appelle maître. Et toujours dans le même procédure, moi je lui dis à Banza, une fois qu'on aura déjà l'ouvrage, j'ai évoqué les cas de Mami Ouattara, connu aujourd'hui, non? Connu au monde parfois. Au Congo précisément, avons-nous combien des entités? Non, ça, ce sont des questions qui sont très complexes. Moi, Zulu n'a pas la parfaite connaissance de ces mondes invisibles. J'ai juste le savoir et la connaissance des traditions et des cultures africaines. Ben, tout ça, là, ce sont des débris culturels laissés par l'occidental. Les Mami Ouattara et tout ça. Ça, ce sont des phénomènes paranormaux, je ne sais pas, qui reviennent justement de l'auge mystique occidentale et qu'on a maquillé en africain. L'Afrique n'a pas ces concepts-là, n'a pas ces choses-là. Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui nous différencie de la spiritualité européenne? Je crois que la spiritualité ou la spiritualité africaine, c'est la continuité des traditions africaines, sauf en termes spirituels, une continuité qui change l'espace et qui change des interlocuteurs. On vit la tradition entre nous, les aînés, les tantes, les oncles, mais quand on change d'espace, on vit la tradition et la culture avec nos ancêtres, par exemple, qui sont partis. Vous voyez, on vit la tradition, par exemple, avec les énergies de la montagne. Vous voyez,
on change d'espace et d'interlocuteur. Alors que de l'autre côté, je ne peux pas faire une différence fondamentale parce que je ne connais rien en termes de spiritualité européenne. Je n'ai jamais côtoyé ces mondes-là, mais à ce que je vois, je sais que là-bas, il y a trop de ce qu'on appelle de la magie, de l'illusion. Vous voyez, ces phénomènes paranormaux dont je parle, des sirènes, des anges, des mécanismes comme ça vient de là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils parlent même au nom de la tradition, de la spiritualité africaine, mais ils utilisent la force européenne. Vous le savez aussi. Oui, je sais. Et De la même manière qu'on parle de mimétisme juridique, on parle aussi de mimétisme spirituel. voilà. Et ce qui n'est pas le cas chez vous. Non, je suis authentiquement africain. Moi, je suis africain. Je suis de la lignée de Ntumba Vemba. Je connais. Ouais. Tout acte que je pose, je renvoie l'énergie à mes ancêtres qui sont passés. Il y a 3 étapes dans la famille. Il y a la famille terrestre, ici sur Terre. Il y a la famille souterraine, mes ancêtres qui sont morts. Il y a la famille céleste, mes descendants et mes arrières qui viendront. Tout acte que je pose, je suis en communion avec ceux-là. Je ne peux pas, moi, trahir la tradition de mes ancêtres. Après ma mort, où irai-je? Dans quel monde irai-je vivre si j'ai trahi mes ancêtres? Moi, je lui dis, Banza, en voulant restituer les objets sacrés, cherchez-vous vraiment à guérir l'Afrique ou à réveiller une religion ancienne qui Non, c'est beaucoup une de question de justice. Ouais. Aucun peuple ne peut être privé de son droit sacro-saint d'avoir accès à son héritage. On a privé au peuple africain le droit d'avoir accès à leur héritage. Et ça, je m'insurge contre ça. Nul ne peut s'élever aujourd'hui nous demander de laisser ce qu'on faisait parce que lui, il le veut. Je veux l'exercice de notre souveraineté, notre capacité de décider à quel moment, comment et quand on arrête. C'est pourquoi je mène ces combats pour la restitution de notre patrimoine. Je m'élève contre la spoliation de notre patrimoine. Volé, enfermé dans des musées. La spoliation de notre patrimoine halieutique. Nos cours d'eau qui sont spoliés. D'où viennent les grandes entreprises occidentales qui viennent pêcher dans nos cours d'eau, interdisant à nos pêcheurs de pêcher ces gros poissons. Je m'insurge contre cela. Je m'insurge contre les patrimoines miniers du Congo. Je m'insurge contre les patrimoines sonores de nos traditions enfermées. Je m'insurge contre les restes de nos ancêtres enfermés là-bas. Je m'insurge contre cela. Dans la culture bantou, quand une personne décède, il faut faire le deuil. Il faut l'enterrer selon nos rites. Patrice Lumumba n'a pas été enterré dans ce sens-là. C'est pourquoi nous nous sommes battus pour les retours de ces 2 dons qui ont été enfermés là, comme on les fait pour d'autres. Voilà, moi, je lui dis, Banza, vous avez évoqué le cas de la restitution du don de Patrice Emery Lumumba. D'ailleurs, vous étiez parmi les gens qui ont qui ont parfois mobilisé pour la restitution. Et on n'avait pas vu votre présence au Congo. Quelle a été la raison? J'ai toujours placé la dignité de notre peuple et le respect de nos ancêtres, et surtout de grands combattants, au-dessus de toute exigence protocolaire, de tous les artifices protocolaires sécuritaires où c'est faste-là. Cette histoire-là pue la corruption. Et je refusais catégoriquement de m'associer à ça. Il y avait 2 dons de Patrice Emery Lumumba. Et il y avait aussi, à ce que je sache, 2 phalanges, je crois, qu'il fallait récupérer. Et mais il n'y a eu ni phalange et une dent. Je me suis insurgé contre cela. Pour moi, on ne pouvait jamais fêter parce que c'était une façon de tuer Lumumba 2 fois. Je devais continuer le combat. Je devais continuer le combat pour que le 2, s'il y a 2 phalanges et s'il y a 2 dents, que cela rentre à la maison. Parce qu'il faut respecter Patrice Emery Lumumba. Il y a certaines petites associations qui, par souci justement d'argent, ont accepté de se réunir et d'accepter la corruption du gouvernement de la Belgique. Il y a certains officiels du Congo qui ont accepté cela. Il y a certains officiels qui ont accepté l'ordre protocolaire qui a été mis en place. J'ai toujours dit, on ne demande jamais la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Et j'estimais justement que l'ordre protocolaire qui a été mis en place et tout ce que je vous ai dit ne me permettait pas de venir. Donc je continue encore le combat pour honorer la digne mémoire de Patrice Emery Lumumba. Donc jusqu'aujourd'hui, ils détiennent encore les parties de Patrice Emery Lumumba. Ouais, ce sont les cruels barbares de la Belgique
qui sont dans des partis d'extrême et qui continuent justement à mener un combat violent contre le Congo et son peuple. Aux grandes dames des dirigeants ou des officiels qui ne voient pas ces combats. Il y a un combat qui est mené contre notre peuple, contre notre culture, contre notre authenticité. Le professeur Tchèque Anta Diop disait que le combat qui est mené contre l'homme noir, c'est un combat violent mené plus que des combats menés contre certaines espèces en voie de disparition. Et moi, je suis au courant de cela et je m'insurge contre ces pratiques. D'où la nécessité de continuer le combat pour honorer la mémoire des Patrice Emery Lumumba. Moi, je vous dis, Yabanza, vous êtes attaqué à des musées en France, pas à des banques ou à des institutions financières. Est-ce que c'est plus symbolique ou parce que c'est moins risqué? Non, vous n'êtes pas très informé. Je me suis d'abord attaqué aux institutions financières. Dans les banques postales, dans les banques de France, où je suis allé mettre à nu la farce du siècle et de la décennie, opérée, savamment entretenue par la France, qui parlait de la garantie des convertibilités. Je suis allé justement échanger la monnaie coloniale du franc CFA dans les banques françaises pour démontrer combien est-ce qu'ils sont menteurs. D'ailleurs, c'est dans la banque, tout le monde l'a entendu, comment ces gens-là disaient que c'est une farce. Il n'y a pas de garantie de convertibilité. Nous, la Banque de France, nous n'acceptons pas les francs CFA pour échanger cette monnaie. C'est une monnaie des singes. C'est une monnaie qui n'a aucune valeur. Je me suis attaqué à cela. Je me suis attaqué au dossier épineux belgo-congolais. Parce que je sais qu'il y a des millions du Congo qui reposent dans les banques belges. Je me suis attaqué d'abord à cela, avant de m'attaquer à ce qui constitue le début du combat de l'homme noir. Quand l'Occident arrive ici, pour nous briser fondamentalement, l'Occident s'est attaqué à une des manifestations de notre culture. Les artefacts et ces entités-là qu'ils ont transformées en œuvres d'art, qui n'en est rien dans ce sens. Parce qu'il fallait rentrer là où tout a commencé, avant d'en arriver aux questions des banques et consorts. Moi, je lui dis à Banza, vous dénoncez le néocolonialisme français via le franc CFA, comme vous venez de le dire, mais pourquoi pas cibler directement les dirigeants africains parfois qui sont complices? Si, je l'ai dit à plus d'une fois. Et quand je suis au Congo, par exemple, là, je m'attaque aux questions du fonds congolais, ici au Congo. J'ai commencé ça ici au Congo, pour dire aux dirigeants congolais, aux autorités congolaises, d'arrêter de s'enrichir, ou j'allais dire, d'arrêter d'endetter les Congolais, parce qu'à la création du fonds congolais, nous nous endettons vis-à-vis de banques commerciales belges. Comme à la création du franc CFA, c'est le même mécanisme. Comme au Nigeria avec le Naira ou avec les shillings ghanéens. Ce sont des mécanismes qui ont été mis en place par les colons britanniques, par les colons belges et par les colons français. Donc je m'élève contre ces systèmes monétaires et financiers mafieux qui justement perpétuent l'impérialisme tentaculaire du monde occidental. Comme l'a su résumer le président Kwame Nkrumah. Le néocolonialisme est le dernier rempart de l'impérialisme de l'Occident. Donc je me suis levé contre cela. Le néocolonialisme, parce que je parle des dirigeants inféodés qui continuent de perpétuer cela, et le colonialisme monétaire, parce que jusqu'à preuve du contraire, la France a toujours la même mise derrière le franc CFA, la Belgique derrière le franc congolais, la Grande-Bretagne derrière les shillings ou les Naira. Que faut-il faire pour devenir la force africaine États-Unis d'Afrique? Nous travaillons conséquemment sur différents domaines pour susciter l'unité de peuple d'Afrique. C'est cette unité de peuple d'Afrique. L'unité d'ailleurs comme nous dans la fédération des forces militantes africaines, des consciences aiguisées qui s'élèvent contre la barbarie, contre la domination, contre le néocolonialisme et contre les inégalités et les injustices. Ce n'est que cette conscience aiguisée, partagée par tout le monde, comme vous voyez aujourd'hui la jeunesse africaine et panafricaine de partout qui s'élève pour la libération de l'Afrique. Ce n'est que cette force populaire qui nous permettra justement de bouter le néocolonialisme dehors, de bouter le colonialisme dehors, de bouter l'impérialisme dehors. Aujourd'hui, RDC, Rwanda, la guerre. De l'autre côté, on entend Gaza, Israël, la guerre. De l'autre côté, on a Ukraine et quoi, Russie. C'est pas la guerre mondiale qui sera encore dans les prochains jours. Le point commun, vous voyez que c'est les États-Unis d'Amérique qui est derrière tout ça. D'où je parlais de l'impérialisme américain. Rappelez-vous,
C'est le président américain Bill Clinton qui nous a présenté Yoweri Museveni et Paul Kagame comme étant des dirigeants qui conduiront l'Afrique vers une démocratie politique apaisée. 4 décennies après, c'est l'hécatombe. C'est des crimes, des génocides ici au Congo. Paul Kagame est un néocolon au service de l'impérialisme occidental, comme Yoweri Museveni. C'est qui est aussi le cas de l'Ukraine, qui est la main américaine, ou si vous voulez, occidentale, pour justement attaquer les positions de la Russie. C'est l'OTAN qui est derrière. C'est l'OTAN qui arme Kagame et Yoweri Museveni. Les élus américains s'insurgeaient que Paul Kagame puisse avoir les derniers cris des missiles sol-air américains. Comment a-t-il eu ça? Par l'OTAN. Comment l'Ukraine s'arme-t-il? Par l'OTAN. La barbarie outrancière et criminelle des autorités de l'État sioniste, du gouvernement israélien. Armé par qui? Par l'impérialisme américain. Les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, si vous voulez, la minorité anglo-saxonne, a décidé de contrôler toutes les ressources. Par comment? En allant conquérir des terres qui ne les appartiennent pas. Ils sont allés exterminer les Chicanas et les Chicanos, les Amérindiens, pour prendre les États-Unis d'Amérique et le Canada. Ils sont allés exterminer les aborigènes pour prendre l'Australie. Cette minorité est venue ici exterminer le Congo pour prendre le Congo. N'eût été la lutte héroïque de nos résistants tels que Kimbangu, Kimpavita, Lumumba, Kasavubu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ils sont allés encore vers l'Afrique du Sud avec les Afrikaners pour ravir les terres et contrôler les ressources. Il faut s'élever contre cela parce qu'ils ont créé des précédents. Et aujourd'hui, les populations africaines sont exterminées en Mauritanie et au Soudan parce que les Arabo-berbères, les Arabo-musulmans veulent justement la terre du noir, la terre de l'Afrique. Regardez comment nous sommes pris en étau. Au nord de l'Afrique, nous avons perdu la Libye, nous avons perdu la Tunisie, nous avons perdu le Maroc, l'Algérie, qui sont des terres fondamentalement nègres et noires africaines. Et l'Afrique du Sud, nous sommes pris en étau parce que eux tous sont animés d'une seule volonté, soumettre l'homme noir, ravir nos terres. J'ai été choqué, bouleversé lorsque j'ai été arrêté au Soudan, de savoir que dans ces pays-là, il n'y a plus aucune trace culturelle, identitaire de ces peuples noirs. Le seul nom qui leur fait vibrer, c'est le nom de John Garang, qui militait justement pour que le peuple noir se retrouve dans ces Soudans. Comme le cas aujourd'hui de la Mauritanie, où nous sommes en train de perdre un pays. C'est pourquoi je lance déjà un appel. Nous allons battre pavé le 28 novembre à Paris. Parce que je vais me déplacer encore une fois pour repartir là-bas. D'où nous allons battre pavé contre la barbarie des Arabo-musulmans en Mauritanie. C'est un combat pour lequel je tiens énormément. D'ailleurs, je suis interdit des territoires en Mauritanie, comme je suis interdit du Maroc, comme j'ai été expulsé de la Tunisie, pour cette lutte-là de la souveraineté véritable et de respect de notre identité, pour défendre l'un des patrimoines par excellence, notre terre, pillée et volée. Et nous ne laisserons pas Kagame travailler pour ces néocolons et ravir la terre du Congo. Nous combattons justement pour que ces néocolons soient chassés de la terre du Congo. Moi, je le dis à Banza, certains vous voient comme un héros, d'autres comme un délicat opportuniste. Et dans quelle catégorie vous pensez vraiment entrer dans l'histoire? Je laisse l'histoire et les historiens s'en charger. Je fais le travail de la lutte pour la libération de notre peuple, pour aider notre mère patrie l'Afrique à user de sa souveraineté garantie depuis la création. Je refuse et je refuserai toujours de toute ma vie que ces affamés à la Kalachnikov venus du monde occidental avec leurs recrues affamés à Kalachnikov ici à l'intérieur des frontières de l'Afrique et du Congo de continuer à endeuiller nos familles. Je m'élèverai contre cela. Vous voyez, des opportunistes, il faut les chercher dans le camp de ceux-là qui se décident de tuer pour prétexter défendre le Congo. Nous, nous défendons nos convictions, mais Maboko Pembe, comme on le dit à Linkala, moi je le dis en base, vous avez fait le tournée panafricain à Kinshasa avec Maïndoulé.
Pourquoi avoir choisi Kinshasa comme point fort de cette tournée? Dans cet acheminement de la lutte pour la libération de l'Afrique, nous considérons le Burkina Faso comme la capitale de la révolution panafricaine. Nous considérons le Mali, Bamako et le Mali comme la capitale contre la pénétration militaire du monde occidental en Afrique. Nous considérons la République démocratique du Congo comme capitale politique, administrative et économique du panafricanisme. Donc notre travail ici, c'est d'abord la conscientisation, la sensibilisation. À travers cette tournée panafricaine qui n'est pas la première, nous étions ici au mois de janvier. Donc nous continuons dans ce sens. Cette fois-ci, c'était dans les universités. Nous avons commencé à l'université panafricaine de Kinshasa. Nous sommes allés à l'université Unikin, l'université ex-Lovanium de Kinshasa. Nous sommes allés à l'Emba Festival. Nous avons programmé l'UPEN que nous ferons prochainement, parce que nous ferons plusieurs universités, après l'université au Congo central et d'ici et là. Parce qu'il faudrait que la lumière scientifique du Congo intègre la dynamique du panafricanisme et comprenne les enjeux véritables. Il n'y a que avec les arguments et les outils scientifiques qui vont nous aider justement à éclairer la population et la masse du Congo. D'où la nécessité de cette tournée panafricaine pour justement concrétiser ce que nous sommes en train de vouloir pour le Congo. Capitale politique, économique et administrative du panafricanisme. Moi, je le dis, certains observateurs disent que cette tournée ressemblait vraiment davantage à un meeting idéologique qu'à une véritable conférence panafricaine. Et qu'est-ce que vous voulez répondre? Vous savez, je crois que les mots font parfois défaut à ceux qui disent ces choses-là. Parce que le panafricanisme en soi, c'est un projet économique, un projet politique, économique, culturel et sécuritaire viable. Mais en soi, il y a dans le panafricanisme une idéologie. On entre en politique, on sait quand on a des convictions, quand on a une idéologie et quand on a une méthode de lutte. Et nous l'avons. Pourquoi pas aller justement sensibiliser, conscientiser, afin de créer une force populaire capable de permettre à la République démocratique du Congo, comme le disait le président Kwame Nkrumah, seul avec ce Congo, nous ferons de l'Afrique une véritable puissance. Permettre au Congo de jouer son rôle de mastodonte pour la création des États-Unis d'Afrique et la libération véritable du monde noir dans son ensemble. Quelle a été maintenant la motivation de vos tournées dans des milliers qui ont été historiques de notre pays? C'est dans le cadre de la lutte de la conservation et de la révalorisation de notre patrimoine. Ce n'est pas des gens qui viendront de l'extérieur qui vont révaloriser notre patrimoine. C'est nous ici qui devons travailler conséquemment pour que l'on comprenne qu'au Congo, il y a une histoire, pour que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Combien est-ce que des résistants et des résistantes ont été traînés dans la boue? Il faut qu'il y ait une mémoire historique. Un peuple sans culture, sans identité, sans racines, sans mémoire, c'est un peuple moribond. Pourquoi voulez-vous qu'on progresse et que l'on continue à aider nos enfants à s'aliéner et à se lobotomiser davantage en parlant des héros et de l'histoire venue d'ailleurs? Nous devons revaloriser notre culture. Dans notre lutte de la restitution du patrimoine, cette restitution, elle est aussi interne. Il faut restituer au peuple du Congo leur vraie histoire. C'est dans ces cadres-là que nous sommes aussi allés dans les sites historiques pour leur restituer leur vraie histoire. L'histoire du Congo sera écrite par le Congolais et même, comme disait... C'est le grand professeur Patrice Lumumba qui nous a laissé ces grands devoirs. Voilà, moi je vous le dis à Banza, nous étions avec vous à Madimba. On a visité les sites et vous pensez vraiment qu'il y a la conservation à la hauteur qu'il faut? Pas encore ça, mais il y a déjà ça. Parce que le site est là et le site est accessible. L'énergie aussi est là. Donc nous allons travailler conséquemment pour aller de l'avant. D'ailleurs, nous travaillons aussi pour aider nos amis des Mpadistes pour réfectionner les mausolées de Mfumu-Mpadi. C'est un appel que nous lançons à tout le Congo de partout, à tous les fils et filles de l'Afrique de participer dans ce sens-là, parce que c'est à nous de prendre soin de ceux qui ont mené. Moi, je vous le dis avant ça, quel est le lien fait entre le panafricanisme et le kémitisme? Le panafricanisme, c'est l'unité politique, économique, culturelle et sécuritaire du monde noir, de l'Afrique d'abord et du monde noir de partout. Et si vous voulez, la conscience aiguisée de Kimuntu. Maintenant, quand on dit kémitisme, KMT,
Quand on dit Kimuntu, K-M-N-T. Parce que dans les langues anciennes, africaines, on enlève les voyelles. On garde le consonne. Kumunt, Kemit, Kumt, Kemet. Vous voyez, KMT et KMNT. C'est ça la différence de la notion identitaire et culturelle. Donc, le kémitisme est en soi, dans mon sens, intégré dans le panafricanisme. Parce que, bien que dans les kémites, on est dans l'original identité, parce que le panafricanisme, c'est un peu parce qu'il y a l'Afrique, ce n'est pas encore le soi identitaire. Vous comprenez? Ah ouais. Là, on est dans la profondeur culturelle et identitaire. Alors, quelles sont vos relations avec d'autres panafricanistes, entre autres Nathalie Yank et les autres? Nathalie Yamb, c'est une sœur. Les relations sont fraternelles. Je crois que j'étais avec elle au Cameroun lors de la remise de prix parmi les meilleurs activistes panafricains et consorts. J'y étais, donc je crois que ce sont des relations fraternelles. Et avec tous les autres, ce sont les relations fraternelles, patriotiques, parce que nous portons, je crois, à ce que je sache, le même combat. Et quelles sont vos relations aussi avec les putschistes tels que celui du Mali, du Niger et les autres? Les révolutionnaires, parce qu'il n'y a pas des putschistes. Ah, okay. Il y a des révolutionnaires qui ont su lire la volonté, les aspirations profondes du peuple du Mali, du peuple du Burkina Faso et du peuple du Niger. Je vous rappelle que non, c'est un révolutionnaire qui a su lire justement l'approche et les aspirations profondes du peuple. Les révolutionnaires comme celui de notre pays, je peux le citer ici, ça ne vous dérange pas? Qui? Constant Moutamba. Non, il n'est pas dans la révolution. Il n'est pas dans la révolution par rapport à quoi? Je soutiens tout homme qui s'élève au nom de la dignité et de la justice. Vous comprenez? Je soutiens tout homme qui en soi peut être cible des machinations politiques. Quel est le futur du panafricanisme au Congo? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui s'y intéressent par les réseaux sociaux, via les internets. Et vous pensez qu'un jour, il y aura un leader comme ça a été le cas de Marcus Garvey, quelqu'un qui peut vraiment être un leader pour le panafricanisme? Et les réseaux sociaux, ils parlent, ils militent. C'est un premier pas. C'est le pas de la conscientisation. Viendra la sensibilisation. Viendra la construction d'une force. Cette force-là, elle peut être politique, économique, sécuritaire, dans tous les secteurs de la société. Et c'est à ça que nous rimons, c'est vers ça que nous tendons. Et nous travaillons justement pour en arriver dans ça. Moi, je le dis à Banza, avant l'air, c'est pas l'air, après l'air, ce n'est plus l'air, donc l'air reste toujours l'air. Nous tendons déjà vers la fin. Quel est votre dernier mot que vous allez lancer à tous ceux qui vont vous suivre via notre média, Nerveux Média, le plus grand média en ligne? Je vous demande de rejoindre la Fédération Maïndoulé, les hommes et les femmes du Congo, les associations qui militent pour la justice, la libération fondamentale de l'homme noir, de se fédérer avec nous dans le panafricanisme. Le Congo a une responsabilité spirituelle, historique, culturelle et politique dans la lutte pour la libération du monde noir. C'est ce que je vous demande. Et je voudrais vous dire ceci, la Fédération Maïndoulé est là pour vous. La Fédération Maïndoulé est une fédération qui justement permettra au Congo, si vous le voulez, si nous montons ensemble au front, de dégager le ciel politique, économique et sécuritaire de notre mère patrie, l'Afrique et de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Cible des charognards économiques venus du monde occidental, cible d'une insécurité permanente occasionnée par les ennemis du Congo, dont notamment le Rwanda et l'Ouganda soutenus par l'impérialisme tentaculaire du monde occidental, en particulier des anglo-saxons. Cible d'une domination ou d'une acculturation véritable qui vole l'homme du Congo sa culture authentique. Je voudrais par ça finir par dénoncer celui que je considère comme le fugitif des Turquies. Cet homme qui traîne encore le cadavre de sa femme partout où il passe. Le léopard est inattaquable dans ces pays. Le léopard est l'emblème du Congo. Non seulement en tant que pays, mais l'emblème culturel du monde noir, des États-Unis au Congo, de la Caraïbe au KwaZulu-Natal. C'est le symbole par excellence et vous n'avez pas le droit d'attaquer cela. Tout le monde doit s'insurger et interpeller justement le fugitif des Turquies qui dans sa chair s'est attaqué à ce qui constitue le symbole par excellence du monde noir, le symbole culturel et spirituel par excellence, mais aussi
emblème et armoirie de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Nous sommes déjà à la fin. C'est moi qui vous remercie. Quel est votre regret? C'est de voir que le Congo est en train de sombrer au lieu d'avancer, de tournoyer, de tergiverser autour des questions politico-politiciennes, alors qu'on peut aller aisément vers ce chemin du panafricanisme pour la reconquête véritable de notre souveraineté. Merci beaucoup.